Merci à Guy d'être venu. D'être venu se reposer. Non, il est au taquet, il préfère les tables. Donc, Guy ne fait pas une tournée cette fois-ci. Il est venu juste se reposer dans notre beau pays. Et à Asdod précisément. Donc, il nous fait l'honneur ce soir d'être là. Et comme vous êtes aussi impatient que moi d'écouter, donc je ne vais pas partir dans des grands discours. Je vais juste vous dire que tout à l'heure, vous pourrez acheter son dernier ouvrage. L'islam radical est une arme de destruction massive. Voilà, bonne soirée et éteignez vos portables pour le soir. Très heureux d'être parmi vous. Et je vous remercie d'avoir bravé le froid inattendu pour Asdod. On m'a dit qu'il y avait eu de la neige il y a 2 jours. De la grêle. Donc je sais que ce froid est inhabituel. Même moi, avant d'arriver, je me suis dit dans quelle situation vais-je arriver. Bon, c'est sans doute John Kerry qui apporte toutes ces intempéries avec lui. Son avion n'a pas été frappé par la foudre, rien n'est parfait. Dommage. Bon. En tout cas, bon, je suis heureux d'être parmi vous et je dirais que d'une certaine manière je suis comblé. Outre Michael Météor, il y a ici ce soir mon ami André Darson qui dirige Israel Magazine, qui est un superbe magazine. Si vous ne le connaissez pas, je vous incite à le lire. Il y a Jean-Patrick Grunberg qui s'occupe du site Drôle.info et Jonathan Simon-Selem qui s'occupe de JSF News. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes entre amis, c'est ce que je pourrais dire. Bon. Et ce qui fait que j'ai décidé, même si c'est un voyage bref, il y en aura d'autres plus longs que je ferai au mois d'avril, si j'ai décidé de parler, c'est parce que la situation me semblait l'imposer au vu de l'accélération du calendrier provoqué par Barack Obama et John Kerry, dont j'ai parlé il y a un instant. Ceux qui ne comprennent pas cette accélération du calendrier sont ceux qui ne comprennent pas, toujours pas, il y en a, qui est Barack Obama. Je dirais que depuis l'élection de Barack Obama, j'ai expliqué qui était Barack Obama. Ceux qui ne veulent pas voir sont ceux qui sont aveugles volontairement. Barack Obama, c'est quelqu'un, je le répète en 2 mots pour ceux qui l'ignoreraient encore, qui ne vient pas de la gauche du Parti démocrate, c'est quelqu'un qui vient de l'extrême gauche américaine. Ce qui distingue l'extrême gauche américaine de l'extrême gauche européenne, c'est qu'aux États-Unis, l'extrême gauche ne peut pas se dire marxiste. Si vous vous dites marxiste aux États-Unis, vous êtes fini politiquement et vous n'êtes pas fini intellectuellement si vous l'enseignez à l'université. À une époque, les universités américaines adoraient engager comme professeurs enseignant le marxisme des gens qui appartenaient au Parti communiste. Ça leur donnait une forme de label d'authenticité, comme les poulets de Bresse paraissent plus authentiques que les poulets tout court. Bon, mais en dehors de ça, on ne peut pas se dire marxiste. Mais on peut se dire radical. Et je dirais que le maître à penser de Barack Obama, c'est le maître à penser de tout le courant radical aux États-Unis. C'est quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky. Et Barack Obama était tellement proche de Saul Alinsky et de cette idée que c'est le sujet qu'il a enseigné quand il a enseigné à l'université. Il n'a enseigné que Saul Alinsky. Barack Obama était tellement proche de mouvements de community organizers comme ACORN, ce qui veut dire Association of Community Organizers for Reform Now, qu'il a formé les futurs organisateurs de communautés. Ce qu'on appelle organisateur de communauté aux États-Unis, c'est agitateur social. En gros, si nous étions aux États-Unis, quelqu'un comme Olivier Besançon en France ou quelqu'un comme Shlomo Sand seraient des organisateurs de communautés. Voilà. C'est de là que vient Barack Obama. Alors toutes les analyses que j'ai menées sur Barack Obama reposent sur le fait que, comme je l'ai dit sans cesse, quand on a passé 25 ans à construire sa carrière et à avancer avec certaines idées, avec certains courants, ce n'est pas quand on arrive à la présidence qu'on change radicalement d'orientation. Au contraire,
on essaie d'aller aussi loin qu'on le peut. Et je dirais que Barack Obama est allé aussi loin qu'il le peut dans le contexte de la société américaine. Il est allé aussi loin qu'il le peut sur un plan intérieur. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer autour de l'Obamacare est tout à fait significatif. On ne le dit pas beaucoup à l'extérieur des États-Unis, mais l'Obamacare est un désastre complet. Le dernier livre que j'ai publié sur Barack Obama s'appelle Le désastre Obama, et je dirais que j'aurais dû mettre au pluriel. Je veux dire les désastres Obama, parce qu'il y en a vraiment une quantité qui devient assez impressionnante. Et ce que pensent la plupart de mes amis aux États-Unis, c'est que ce désastre de l'Obamacare est quelque chose de volontaire de la part de Barack Obama pour mettre la main complètement sur l'ensemble du secteur de la santé aux États-Unis, qui représente 16% de l'économie américaine. Que le désastre de l'Obamacare, on vous en a parlé, sous l'angle du fait que le site marchait très mal. C'est vrai que le site marchait très mal au début, maintenant il marche mieux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 50 000 personnes à la fois sur le site. Et pour vous donner une idée de ce qu'a coûté ce site, on en est à 600 millions de dollars. Alors je dirais que si vous proposez à quelqu'un qui fabrique des sites internet de faire un site en lui disant je vous donne 600 millions de dollars, il ne va pas croire que vous allez lui donner cette somme. Ça va être une aubaine pour lui. Eh bien c'est ce que le site a coûté aujourd'hui. Et donc 600 millions de dollars pour un site qui ne marche pas. Je dirais qu'en plus, si je propose à quelqu'un fais-moi un site qui ne marche pas et je te donne 600 millions de dollars, je pense que la personne pensera que je plaisante. Ça pourrait paraître une plaisanterie, c'est hélas la réalité. Obama a appâté les compagnies d'assurance santé américaines en leur disant vous allez faire de la vente forcée, c'est-à-dire vous allez avoir des clients qui vont être obligés d'acheter vos assurances. Vous pouvez monter les prix, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils ont fait, mais ce qui n'a pas été pris en compte dans leur calcul, c'est que l'obligation d'assurance n'était pas là et que l'amende à payer est équivalente à 1% de son revenu annuel. Ce qui pour beaucoup de gens est très peu de choses, et donc beaucoup de gens, surtout les jeunes, préfèrent payer l'amende plutôt que de rentrer dans le système. Donc le système est complètement déséquilibré financièrement, et je pense que nous ne sommes qu'au début de ce qui va résulter de cela, et que la date d'échéance véritable, c'est le 1er janvier. Parce que c'est à ce moment-là que les gens perdront leur ancienne assurance et devront passer dans le nouveau système. Donc je pense que les dégâts que Barack Obama a infligés à l'économie américaine ne sont qu'à leur commencement. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que cela hypothèque aussi les possibilités d'une alternance politique. Pourquoi est-ce que ça hypothèque aussi les possibilités d'une alternance politique? Parce que les gens qui n'auront pas les moyens de passer au système Obamacare, on les met sur les systèmes d'assistance sociale. Et les chiffres des systèmes d'assistance sociale n'arrêtent pas de gonfler d'une manière démesurée. Or, la technique utilisée par des gens comme Barack Obama consiste d'une part à endetter le pays autant que faire se peut, et d'autre part à mettre en place un système qui fait que de plus en plus de gens sont en situation d'assistés sociaux. Alors pourquoi multiplier les assistés sociaux? Parce que les assistés sociaux sont en dépendance du gouvernement, donc en dépendance du parti politique qui est au pouvoir. Et donc le parti politique qui est au pouvoir peut dire attention, si vous ne reconduisez pas, vos assistances sociales peuvent se trouver remises en question. Donc ce qu'essaye de faire Barack Obama en 2 mots, c'est non seulement d'affaiblir la société américaine et l'économie américaine, c'est aussi de mettre en place quelque chose qui rendrait irréversible la continuité du pouvoir du Parti démocrate gauchi tel qu'il est actuellement. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de se mettre en place. S'ajoute à cela, pour que vous voyez bien la situation et que vous compreniez que ce qui se passe en politique étrangère est aussi connecté à ce qui se passe en politique intérieure, ce qui s'ajoute à cela, c'est un courant qui monte dans la gauche du Parti démocrate, qui dit les systèmes du type du système chinois sont des systèmes beaucoup plus stables. Et finalement, la Constitution américaine, elle crée beaucoup de handicaps, parce qu'elle fait que le président peut dépendre des majorités qu'il peut avoir au Congrès, etc. Et donc, ces gens disent qu'il faut un pouvoir présidentiel beaucoup plus fort. Et je dirais que de facto, beaucoup de décisions prises
par Barack Obama depuis un an à peu près sont des décisions qui sont prises sans l'aval du Congrès. C'est-à-dire qu'il contourne le Congrès. Il contourne le Congrès de deux façons. D'une part, en signant ce qu'on appelle aux États-Unis des executive orders, c'est-à-dire des décrets présidentiels, et ça n'a pas besoin de passer par le Congrès. D'autre part, en s'appuyant sur des agences gouvernementales. Et les agences qui dépendent directement du président, comme la CIA, la NSA, mais aussi l'Agence de protection de l'environnement, EPA, dépendent directement du président. Et toutes leurs décisions peuvent être prises sans l'aval du Congrès. Et donc ces deux moyens sont deux moyens que Barack Obama utilise de plus en plus. Et où ça se connecte à la politique étrangère, c'est que les accords, entre guillemets, de Genève concernant l'Iran ne sont pas véritablement des accords. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des accords? Parce que si Kerry et Obama avaient dit ce sont effectivement des accords, il y aurait eu nécessité de passer devant le Congrès, parce que la Constitution américaine dit le président signe les traités, signe les accords, mais c'est le Congrès qui ratifie. Là, il n'y a pas besoin, puisque ça n'est pas vraiment un texte officiel, de passer devant le Congrès. On peut contourner le Congrès. Et donc ce qui s'est passé à Genève est presque de l'ordre d'un petit coup d'État de la part de Barack Obama et de John Kerry, puisqu'ils ont complètement contourné le Congrès américain pour passer ces accords qui ont été passés avec l'Iran. Et je dirais que cela crée un précédent extrêmement grave qui peut se répéter dans d'autres occasions. Exemple, la marche forcée vers la tentative de création, entre guillemets, d'un État palestinien. Donc je dirais qu'il importe de voir qui est Obama et dans quelle direction il essaye d'aller. Et cette direction est une direction qui pervertit profondément les institutions américaines et qui vise à installer au pouvoir un groupe et à le maintenir au pouvoir dans la durée, au-delà de Barack Obama. Et ce groupe, c'est la gauche, l'extrême gauche du Parti démocrate. Donc je dirais que si, à l'élection de 2016, Hillary Clinton succède à Barack Obama, je n'en serais pas surpris dans le contexte actuel, dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister, parce que c'est un point sur lequel on n'insiste à peu près jamais. On ne dit pas que Barack Obama a des tendances à une dérive autoritaire, et pourtant cette dérive autoritaire, elle est bel et bien là, en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc c'est un point qu'il importe de garder en mémoire. Bon, maintenant, passons à ce qui se passe avec l'Iran, puisque c'est vraiment ce qui est d'actualité. Je dirais que si l'on regarde la ligne politique suivie par Barack Obama à l'échelle planétaire, je l'ai expliqué une multitude de fois, je le redis en deux mots, Barack Obama est non seulement un gauchiste, mais ça va de pair, un anti-impérialiste, entre guillemets. Donc en tant qu'anti-impérialiste, cela veut dire que, à ses yeux, le principal problème qu'il y a eu sur la planète toutes ces dernières années, c'est que les États-Unis étaient trop puissants. Et donc, il y a une volonté délibérée d'affaiblir les États-Unis et de ne jamais les placer dans une position où il serait possible de dire qu'il y a une victoire des États-Unis. Vous n'entendrez jamais le mot victoire de la part de Barack Obama. Quand Barack Obama a quitté l'Irak, il a dit « nous mettons fin à la guerre ». Et mettre fin, c'est toujours ce qu'il dit. Nous mettons fin à la guerre, nous mettons fin à l'occupation, nous mettons fin. Mettre fin, c'est mettre fin à l'impérialisme américain tel qu'il le voit. Et pour bien comprendre ce qu'implique la mentalité anti-impérialiste, dites-vous bien que Barack Obama est quelqu'un qui comprend beaucoup plus la mentalité d'un Ali Khamenei que la mentalité de Binyamin Netanyahu. Ali Khamenei, c'est un anti-impérialiste à ses yeux. Barack Obama ne dira pas « les États-Unis sont le grand Satan ». Il emploiera un autre vocabulaire. Mais dans sa tête, quelque part, il y a quelque chose qui serait synonyme du grand Satan. Et donc, il peut comprendre les dirigeants iraniens. Il peut comprendre Mahmoud Abbas et les dirigeants de l'autorité palestinienne. Il peut même comprendre un petit peu les gens du Hamas.
parce que c'est un anti-impérialiste, et il l'est depuis ses racines, depuis son enfance. Il a baigné dans ce contexte depuis son enfance. C'est un point qu'on a tendance à laisser de côté. Il faut voir que sa mère l'a élevé à l'anti-impérialisme, et que, bon, les deux personnes qui lui ont servi de substitut de père, puisque son père est parti juste après sa naissance pour épouser 3 ou 4 autres femmes au Kenya, avant de finir alcoolique et de rentrer dans un arbre avec sa voiture. Et c'est pour ça, quand vous imaginez le livre qui s'appelle « Les rêves de mon père », le père de Barack Obama, c'est ce type qui a quitté sa mère quand il était enfant, même tout de suite après sa naissance, et qui est parti épouser d'autres femmes au Kenya, qui a pratiqué la polygamie et qui a fini alcoolique. Donc, je ne sais pas ce que sont les rêves de son père dans ce contexte, mais je ne sais pas si le rêve de son père c'était de finir de cette façon-là, mais enfin son père a fini sa vie de cette façon-là. Et ce n'est pas les rêves de ma mère, c'est les rêves de mon père. Son père est celui-là, et son père était un marxiste convaincu. Bon, c'est un point que j'ajouterai. Sa mère, après, s'est mise avec un autre anti-impérialiste qui était indonésien, et à ce moment-là, d'ailleurs, apparemment, Barack Obama a eu la nationalité indonésienne puisqu'il a été adopté par ce personnage. Bon. Et il a été inscrit à l'école en Indonésie comme musulman, et il a fréquenté le madrasa à l'époque. Enfin, il a été élevé dans ce contexte. Et après, quand il est retourné à Hawaï, il a été élevé par un communiste qu'on a exilé à Hawaï, qui était aussi un pornographe. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais enfin bon, c'était aussi un pornographe, un auteur de photos et de romans pornographiques. Donc un communiste pornographe. Voilà. Bon, je dirais que ça fait un lourd passé, mais c'est une réalité que personne ne peut regarder en face. Bon, en tout cas, c'est un anti-impérialiste, c'est clair. Donc à partir de là, disant que les États-Unis sont trop puissants, il a voulu que les États-Unis se retirent de la planète. Et en regardant le monde musulman d'un œil de quelqu'un, le sien, qui a pratiqué l'islam au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est aussi une chose qu'il importe de regarder en face, c'est quelqu'un qui comprend l'islam. C'est quelqu'un qui peut se mettre du point de vue d'un musulman, très facilement. Et donc, du point de vue en question, Barack Obama est quelqu'un qui s'est dit il faut que les États-Unis se réconcilient avec le monde musulman. Comment se réconcilier avec le monde musulman? Eh bien, tout simplement en accordant aux musulmans ce qu'ils veulent, à ses yeux. Et que voulaient les musulmans du monde sunnite, à ses yeux? Eh bien, l'arrivée au pouvoir islamiste, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Donc Barack Obama a été très largement derrière la chute de tous les alliés des États-Unis qui sont tombés successivement. Le principal tort de Muammar Kadhafi, d'ailleurs, c'est de s'être rallié aux États-Unis en 2003. Sinon, il serait peut-être encore là. Mais enfin, la chute de Ben Ali, la chute de Moubarak, qui était une pièce maîtresse, la chute de Kadhafi, la chute du président du Yémen, ce sont des chutes qui ont été délibérées, voulues par Barack Obama, pour rendre le monde sunnite plus sûr pour les frères musulmans. Et il s'appuyait aussi sur Recep Tayyip Erdogan, qui était une pièce maîtresse dans sa volonté de rendre cette région, le monde sunnite, plus sûr pour les frères musulmans. Cette tentative, elle a été jusqu'à la contre-offensive qui a été menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe, qui ne voyaient pas d'un très bon œil la mainmise des frères musulmans sur le monde sunnite. Et donc, l'arrivée au pouvoir du général Sisi en Égypte a été voulue et financée par l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe, sauf le Qatar, qui n'a pas arrêté de soutenir les frères musulmans. Donc, la stratégie de Barack Obama s'est trouvée battue en brèche par la décision de l'Arabie Saoudite. Dans ces conditions, il restait le plan B pour Barack Obama, mais un plan B qui a toujours été là depuis le départ. Barack Obama se disait, les frères musulmans, entre radicaux on peut se comprendre, les frères musulmans peuvent s'entendre avec le régime iranien.
Et c'est d'ailleurs parce que ce début d'entente commençait à se dessiner, et que Mohamed Morsi s'était rendu à Téhéran, et avait commencé à des pourparlers, que l'Arabie Saoudite a décidé d'agir. Parce que l'Arabie Saoudite s'est dit, si une alliance entre les frères musulmans et l'Iran se met en place, nos jours sont comptés, et les jours des Émirats du Golfe sont comptés. Donc il est urgent d'agir. C'était la base de la décision. Donc quel est le plan B? Le plan B, c'est d'accélérer le rapprochement avec l'Iran. Et c'est sur cette base que les choses se sont mises en place petit à petit. Et le rapprochement avec l'Iran est quelque chose qui a été préparé d'assez longue date, en secret. Et je dirais que l'artisane de ce rapprochement, c'est la principale éminence grise de la Maison-Blanche. Cette éminence grise, elle s'appelle Valerie Jarrett. Valerie Jarrett, si vous regardez l'organigramme de la Maison-Blanche, c'est quelqu'un qui n'a aucun rôle officiel. Mais c'est quelqu'un qui est partout, dans toutes les décisions cruciales. Valerie Jarrett, elle travaille en binôme avec Barack Obama depuis l'époque où il était community organizer à Chicago, depuis l'époque où il était organisateur de communauté à Chicago. Et Valerie Jarrett a une particularité, c'est qu'elle est née en Iran et qu'elle a passé son enfance en Iran. Donc c'est quelqu'un qui est proche de l'Iran. Et c'est quelqu'un qui est aussi proche des courants islamistes. Et donc Valerie Jarrett rencontre des émissaires du gouvernement iranien depuis maintenant plus d'un an au Qatar. Et donc ce rapprochement, il y a longtemps qu'il a été enclenché, et maintenant il est en train de se concrétiser. Alors quel est l'objectif fondamental de ce rapprochement? L'objectif fondamental de ce rapprochement, c'est de placer l'Iran en position de puissance hégémonique sur la région. Le projet initial de Barack Obama, c'était de placer un partenariat frères musulmans et Iran en position hégémonique sur toute la région. Faute de frères musulmans désormais, eh bien, ils misent tout sur l'Iran. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Iran ira jusqu'à l'arme atomique? Je ne pense pas, et je pense que sur ce plan, tout indique, c'est ce qu'on me dit à Washington, qu'un accord existe déjà entre les Iraniens et Barack Obama. Et concrètement, l'Iran a d'ores et déjà, d'après aussi tous les éléments que je peux avoir à Washington, j'ai beaucoup d'amis à Washington, qui ne sont pas au gouvernement, bien entendu, ils pouvaient l'être à l'époque de George Bush, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Bon, tous les éléments indiquent que l'Iran aurait les moyens d'ores et déjà, s'il le veut, de fabriquer, de mettre en place de 1 à 6 bombes atomiques. 1 à 6. Bon. Et ce serait l'affaire de quelques jours. Donc ce qu'on dit à Washington maintenant, c'est l'Iran est une puissance nucléaire virtuelle. L'Iran est au seuil nucléaire. Et l'Iran peut rester à ce seuil, parce que ce seuil, il peut le franchir en très très peu de temps. Et ce que signifient les accords, qui n'en sont pas officiellement, qui ont été passés à Genève, c'est que l'Iran peut continuer à fabriquer du combustible nucléaire, parce que quand on vous dit que le combustible que peut fabriquer l'uranium enrichi peut fabriquer l'Iran, c'est l'uranium qui sera enrichi à 5%, dites-vous que l'uranium enrichi à 5%, on peut le faire passer à 90% en 48 heures, à peu près. Donc, ceux qui vous disent c'est juste de l'uranium enrichi à 5%, mais c'est pas de l'uranium enrichi à 90%, se moquent de vous. C'est de l'uranium qui peut passer à une autre étape. Et cet uranium-là, l'Iran peut continuer à le produire. Continue à le produire. C'est accepté dans les accords qui ne sont pas des accords qui ont été non signés à Genève, mais qui sont quand même rentrés en vigueur. Donc, d'une certaine manière, on peut dire l'Iran est d'ores et déjà quasiment une puissance nucléaire. Nous sommes dans cette situation. Quand Binyamin Netanyahou a tracé un trait rouge, il pensait pouvoir intervenir. À chaque fois qu'Israël a voulu intervenir, en ayant le feu vert de l'Arabie Saoudite et des Émirats du Golfe, à chaque fois, Barack Obama a éventé les plans ou tordu le bras d'Israël, comme on dit parfois à Washington.
Donc à chaque fois, Barack Obama a tout fait pour que personne ne s'oppose à ce que l'Iran arrive où il en est arrivé aujourd'hui. Et je dirais que ce qui s'est passé à Genève avait pour but essentiel deux choses. D'une part, d'empêcher Israël d'agir au cours des 6 prochains mois, parce que maintenant, si Israël se mettait à agir, tout le monde dirait « mais c'est abominable, il y a un superbe accord qui a été passé à Genève, et Israël trahit le monde entier en agissant maintenant ». Donc Israël a moins que jamais la possibilité d'agir à cause de ce qui s'est passé à Genève. Bon. Le deuxième objectif, c'était de donner une respiration au régime iranien pour qui les sanctions commençaient à devenir lourdes. Et cette respiration, elle était accordée. Non seulement l'Iran a les moyens de continuer à enrichir son uranium, mais l'Iran a des milliards de dollars qui fluent vers ses caisses. Et vous avez une multitude d'entreprises européennes et américaines qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à signer des contrats et à se conduire comme les idiots utiles qui vendent la corde qui servira à les pendre, selon l'expression de Lénine, parce que les dirigeants iraniens lisent aussi Lénine. Ils ne lisent pas que le Coran, ils lisent aussi Lénine. Bon, donc ils savent parfaitement ce qui est en train de se passer. Donc ce qui est en train de se passer, c'est cela. Bon, donc concrètement, dans ce contexte, je dirais que Israël n'est pas menacé par une attaque nucléaire directe de l'Iran. C'est ce que je répète très souvent aux gens qui m'en parlent. Pour quelle raison? Eh bien parce que les dirigeants iraniens savent parfaitement que si ils attaquaient directement Israël, la riposte serait plus voyante et il n'y aurait plus d'Iran. Alors je dirais que ces gens sont des gens profondément corrompus. Si vous regardez ce qu'on sait des comptes en banque de ces gens ont amassé des fortunes absolument colossales, pour la plupart d'entre eux. Bon. Donc ces gens ne tiennent pas à tout perdre. Et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? C'est une sanctuarisation de l'Iran. C'est-à-dire quelque chose qui vise à rendre l'Iran intouchable et à faire que l'Iran apparaisse, selon l'expression qu'on utilise dans le monde musulman, comme le cheval fort de la région. Et quand le cheval fort est là, eh bien les autres pays du monde musulman sont censés se rallier, faire allégeance. Et d'ailleurs, l'Iran est en train de préparer cette allégeance. L'Iran a rencontré, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu dans tous les Émirats du Golfe pour obtenir cette allégeance. Et il a obtenu quasiment un acquiescement de tous ces Émirats, sauf le Bahreïn pour le moment. Pourquoi? Parce que le roi du Bahreïn est sunnite, et qui a une majorité de chiites dans sa population, et qui sait parfaitement que s'il fait allégeance, il va se retrouver sur un siège éjectable très rapidement. Bon. Il reste la pièce maîtresse qui est l'Arabie Saoudite, qui pour le moment n'a pas fait allégeance. Mais l'objectif est d'obtenir cette allégeance. La Turquie d'Erdogan est en train de faire allégeance et de passer des contrats massifs en ce moment avec l'Iran, parce que Erdogan a compris de quel côté tournait le vent en ce moment. Donc la situation est celle-là, les objectifs sont ceux-là, et Barack Obama espère, je ne dis pas que ça se fera, parvenir à un traité de réconciliation, une forme de traité de paix, de reconnaissance mutuelle entre les États-Unis et lui. Et ce qui se dit beaucoup à Washington, il aimerait, avant la fin de sa présidence, faire un voyage officiel à Téhéran. S'il rencontrait Ali Khamenei, je pense que ce serait l'apothéose pour lui d'une certaine manière. Bon. Voilà la vision des choses qu'a Barack Obama concernant l'Iran. Et cette vision, elle fait partie d'une stratégie d'ensemble. Barack Obama considère que le monde, c'est pour cela que lui-même prend une direction qui a des inclinations autoritaires, que le monde serait plus stable si le monde était régi par des puissances autoritaires. Donc un monde plus stable, selon Barack Obama, c'est un monde dans lequel la Russie dominerait l'Europe, la Chine dominerait l'Asie, et l'Iran dominerait le Proche-Orient et le monde musulman. Et ainsi, le monde serait stable selon Barack Obama. C'est pas du tout ma vision des choses, mais c'est la vision de l'administration Obama, et il importe de la regarder en face. Et il importe de voir aussi, comme je le disais en commençant,
que Barack Obama fera tout pour que Hillary Clinton ou quelqu'un du même style lui succède et pour que sa ligne s'approfondisse et s'apesantisse. Alors, qu'est-ce que, en soi, je passerai ensuite à l'autre volet, qui est ce qui concerne la question palestinienne, entre guillemets, qu'est-ce que ça implique pour Israël? Ben, cela implique pour Israël de compter sur ses propres forces, beaucoup plus que ça a été le cas ces dernières années, et comme je le dis ces derniers temps, à quelque chose malheur est bon, je dirais que d'une certaine manière, cela pousse les dirigeants israéliens à voir que l'alliance avec les États-Unis, elle existe avec le peuple américain, mais avec le gouvernement américain, c'est une alliance qui n'est pas aussi solide que cela. Et je dirais qu'elle est d'autant plus fragile que non seulement vous avez au sein de la communauté juive américaine beaucoup de gens qui penchent du côté démocrate, mais vous avez aussi des financiers importants du Parti démocrate aux États-Unis qui sont juifs. Je pense à Haim Saban, puisque la semaine dernière a eu lieu le Saban Forum, qui est organisé tous les ans et qui est financé par Haim Saban. Haim Saban est l'un des principaux donateurs du Parti démocrate. Et il continue à financer les démocrates aujourd'hui, bien qu'il se passe cela. Et ça me paraît quand même très préoccupant. Donc je dirais que dans ce contexte, non seulement Israël doit compter sur ses propres forces, mais Israël doit compter aussi sur autre chose. C'est que si l'Iran a ces positions-là, que l'on connaît, et si l'Iran, en se sanctuarisant, va tout faire pour continuer à déstabiliser Israël, ou essayer de nuire à Israël en finançant des groupes terroristes, en leur donnant les moyens, à la limite, l'Iran sera d'autant moins gêné pour financer ce type de groupe que l'Iran sera sanctuarisé. Quand on est sanctuarisé, on ne risque pas, on risque beaucoup moins d'être attaqué. Donc on peut se donner libre cours à ces fantasmes. Donc je dirais, qu'est-ce qui peut freiner l'Iran dans ce cas-là? Eh bien, d'autres puissances qui peuvent vouloir la stabilité. Et je dirais que sur ce plan, je pense que la Russie, je pense que la Chine ne sont pas des pays qui veulent une instabilité radicale du Proche-Orient. Ce sont des pays qui préfèrent la stabilité régionale. Et donc je dirais qu'à la limite, dans le contexte actuel, où il vaut mieux compter sur la Russie ou sur la Chine pour freiner les ardeurs de l'Iran que sur Barack Obama. C'est une réalité. Et donc je pense qu'Israël se dirige vers une politique étrangère plus multilatérale que dans le passé, qui ne renonce pas à l'alliance avec les États-Unis. Elle est toujours là, et on ne peut pas tourner la page de cette façon-là. De toute façon, le peuple américain continue à soutenir Israël. Mais Israël mène une politique étrangère beaucoup plus multilatérale, en s'appuyant sur les atouts dont dispose Israël. Et sur ce plan, je dirais que les pays que j'ai cités sont des pays qui comprennent qu'Israël est une force de stabilité dans une région profondément déstabilisée. Ce sont des pays qui comprennent qu'Israël est une puissance technologique immense et qui ne veulent pas que cette puissance reflue. Donc je dirais que sur ce plan, face au gauchisme de Barack Obama, la réelle politique, même le cynisme politique de dirigeants comme Poutine ou les dirigeants chinois sont des forces d'équilibre. Il est terrible de devoir compter sur le réalisme politique alors que pendant très longtemps les États-Unis ont été guidés par des idéaux éthiques, mais ces idéaux éthiques ne sont plus là et ils ne seront plus là tant que Barack Obama sera là et tant que quelqu'un qui pourrait succéder à Barack Obama sera là. Bon. Cela m'amène au deuxième volet, et c'est pour apporter ces deux volets aussi que j'ai tenu à faire cette conférence ce soir. Ce deuxième volet, c'est la question israélo-palestinienne. Entre guillemets, parce qu'en général, quand j'en parle à la télévision en France, il y a immédiatement Elias Sambar, avec qui j'étais en débat il y a quelques semaines sur une chaîne de télévision française, a remarqué j'ai employé l'expression israélo-arabe. Il m'a dit, vous n'employez pas l'expression israélo-palestinienne? J'ai dit non, je n'emploie pas en général. Il m'a dit, ah, je vous reconnais. Bon, effectivement, en général, je n'emploie pas cette expression. Donc, je la mets entre guillemets, et comme quand je parle, je ne peux pas mettre des guillemets, en général, j'essaie de ne pas l'employer. Bon. Donc,
le conflit israélo-palestinien, qui est en fait l'un des appendices de la guerre arabe et musulmane contre Israël, est un dossier que Obama voudrait aussi régler avant la fin de sa présidence. Et il s'y emploie à marche forcée. Et c'est ce que John Kerry est en train de faire en ce moment. Et que prévoit Barack Obama et que prévoit John Kerry? Eh bien, d'une part, il prévoit que les négociations qui sont en cours vont sans doute échouer. Ça, c'est quelque chose qui est prévu depuis le commencement et qui ne sera pas surprenant. Donc il restera ensuite à passer à l'étape ultérieure, éventuellement. Et quelle est l'étape ultérieure qui est prévue? Et c'est en filigrane dans ce que John Kerry dit ces derniers temps, c'est de prévoir quand même la création d'un État palestinien en disant aux Israéliens, ne vous inquiétez pas, nous allons déployer des forces, des moyens de défense qui font que même si votre territoire est plus petit, que vous avez un État palestinien à vos portes, cet État ne sera pas dangereux pour vous. Cet État sera démilitarisé et pour vous rassurer, nous mettrons des casques bleus ou des casques d'autres couleurs sur les frontières. Bon. Avec sans aucun doute l'efficacité des casques bleus dans le sud du Liban. C'est-à-dire des gens qui serviront de bouclier humain aux terroristes. Bon. En général, c'est comme ça que je résume les choses, ça me paraît la meilleure façon de les résumer. Donc, concrètement, le projet est 1. Cela va échouer. 2. De dire, et dans ces conditions, comme ils ne peuvent pas s'entendre, il faut que le monde entier s'y mette pour les obliger à une solution. Et cette solution, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut bien que la paix vienne dans la région. Et donc tous les arguments employés par John Kerry vont dans cette direction actuellement. Il y a une volonté de vendre les choses à Israël en disant « Vous inquiétez pas, vous serez en sécurité ». Je pense que ces assurances sont complètement fallacieuses. Je pense que Benjamin Netanyahou le comprend. Et je pense que de toute façon, même si cet État a été créé à l'ONU, les dirigeants palestiniens, c'est ce qui pourra de toute façon sauver la situation, n'en voudront pas. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont un petit peu comme la grenouille d'une certaine époque qui servait à montrer la haute pression, la basse pression, et qui était censé utiliser les gens qui faisaient de la météorologie. Si vous mettez beaucoup de pression sur les Palestiniens, ils sont en bas de leur échelle. Si vous relâchez la pression, ils montent sur l'échelle. Et qu'est-ce qui se passe quand ils montent sur l'échelle? Eh bien, ils font des demandes maximalistes. Et donc, que demandent les dirigeants palestiniens? À mon avis, ils ne céderont jamais là-dessus. Ils demandent le contrôle de la vallée du Jourdain et ils demandent le retour des réfugiés. Et je pense qu'ils ne céderont jamais sur ces deux dossiers. Je pense qu'ils ne céderont pas sur la vallée du Jourdain et je pense qu'ils ne céderont pas sur le retour des réfugiés parce que leur but réel n'a cessé d'être la destruction d'Israël. Comme je le dis quand je dois parler de ce sujet, quand on veut faire la paix, il faut être deux. Et il n'y a pas d'interlocuteur palestinien. Ça n'existe pas. L'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, vous le savez fort bien, c'est l'héritière de l'OLP. Et l'OLP, c'est une organisation qui n'existait que pour la destruction de l'État d'Israël et pour rien d'autre. Ces gens, à la rigueur, voudraient d'un État à la place d'Israël, mais un État à côté d'Israël, jamais. Et donc, dans leur projet, il y a la submersion d'Israël, ou une paix qui serait une paix qui mènerait à d'autres étapes ultérieures. En tout cas, qu'il serait une trêve comme celle que Muhammad a pu concevoir à une certaine époque avant de repartir au combat. La trêve dans le monde musulman, c'est quelque chose qu'on fait quand on pense qu'on n'est pas dans un rapport de force qui permet d'arriver à la victoire tout de suite, mais qu'on peut repartir au combat immédiatement après. Donc, je pense que l'objectif de Barack Obama, c'est un échec des négociations. Au bout de l'échec des négociations, de susciter un vote aux Nations Unies et, si possible,
de s'abstenir aux Nations Unies. C'est-à-dire que les États-Unis, qui jusqu'à présent ont toujours mis leur veto aux décisions, pourraient s'abstenir. Et qu'est-ce qui m'incite à penser que c'est la stratégie de Barack Obama, le choix qu'il a fait en nommant comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies Samantha Power. Parce qu'avant, c'était Susan Rice, qui était sur certaines positions. Maintenant, c'est Samantha Power. Bon, alors quand j'ai commencé à parler de Samantha Power à l'automne 2008, il y a des gens qui disaient « mais c'est une brave femme, elle veut la paix, etc. » On m'a écrit ça, des fois. Bon, j'ai toujours su qui est Samantha Power. Et si vous cherchez un peu qui est Samantha Power, c'est quelqu'un qui a conçu très exactement ce que je viens de vous décrire en 2007. Et qu'il a dit dans un entretien qui figure en vidéo et que l'on trouve sur YouTube. Donc je dirais que le plan Samantha Power, c'est exactement le plan que je viens de vous décrire et que Obama entend mettre en place aujourd'hui. Et donc Samantha Power est la personne idéale pour prononcer une abstention aux Nations Unies. Donc je dirais, ce qui peut préserver de cette abstention aux Nations Unies, ce serait que Obama soit dans trop mauvaise posture intérieurement en raison de l'Obamacare ou d'autres problèmes, mais je ne compte pas trop dessus parce que les médias américains, dans leur grande majorité, sont aux mains de l'administration Obama et soutiennent l'administration Obama. Si le président avait été un républicain, il y aurait eu une procédure d'impeachment depuis 3 ans au moins. Vous avez au moins 50 dossiers dans l'administration Obama qui appliqueraient un impeachment de Barack Obama. Cet impeachment, je pense qu'il ne viendra pas parce que la presse, les médias en général, soutiennent complètement Barack Obama et que même si les républicains reprenaient le pouvoir à l'automne 2014, je ne pense pas qu'ils oseraient franchir le pas pour cette raison. Bon. En tout cas, Barack Obama va dans cette direction. S'il voit que sa cote dans l'opinion fléchit trop, il pourra hésiter à prendre certaines décisions. Si ce n'est pas le cas, il pourrait aller jusque-là. Et dites-vous bien, ne vous faites aucune illusion, quand vous n'en faites pas, que l'Europe serait en position d'assentiment par rapport à cela. Regardez toutes les dernières motions anti-israéliennes qui ont pu être votées en Assemblée Générale des Nations Unies. En Assemblée Générale, ce ne sont pas des motions exécutoires. Ça débouche sur aucune exécution. Ça débouche simplement sur une forme d'assentiment à quelque chose. Qui a voté contre 3 pays seulement, pas plus. Les États-Unis, encore pour le moment, le Canada et l'Australie. C'est tout. Aucun pays d'Europe n'a voté contre. Tous les pays d'Europe votent dans la même direction que l'ensemble du monde musulman et que l'ensemble du monde non aligné. Systématiquement, c'est le vote des pays d'Europe à l'ONU. Donc dites-vous bien que les positions que je viens de décrire sont des positions qui auraient l'assentiment de l'Europe. Et dites-vous bien que les médias européens sont des médias qui travaillent l'opinion dans cette direction. Si vous regardez les articles et les commentaires qui figurent en dessous des articles en Europe, vous verrez, les Européens disent « Ah, il y en a assez, et puis c'est vrai qu'après tout, si un État palestinien était créé, il y aura enfin la paix dans cette région, et puis que les Israéliens nous fichent la paix. » C'est ce genre de position qui prédomine et qui est quasiment hégémonique dans toute la presse française. Quand je me contente, dans une émission de télévision en France, de dire certains faits, d'énoncer certains faits, les journalistes prennent un air absolument choqué. Je me contente de rappeler des faits. Exemple, j'ai simplement rappelé dans une émission récente que Israël avait relâché des criminels, des assassins, et que la population israélienne avait très mal vécu cela. Mais que par contre, ces criminels, ces assassins avaient été reçus dans une atmosphère de fête, de liesse, à Ramallah, par le modéré Mahmoud Abbas. Cela, vous ne pouvez même pas le dire à la télévision française. Vous le dites, vous avez immédiatement des journalistes qui essaient de vous couper la parole. Et quand vous regardez leur visage à la fin de l'émission, vous dites « je ne serai plus invité ». Ils se disent ah, « celui-là, on n'invitera plus, il dit des choses qu'il ne faut absolument pas dire ».
Donc voilà où nous en sommes dans le contexte européen. Vous ne faites aucune illusion sur ce qui peut se passer en Europe. Je dirais que les journalistes sont mûrs pour ce genre de situation. Les hommes politiques de tous les partis sont mûrs pour ce genre de situation. La population est mûre pour ce genre de choses. Donc si Israël doit compter pour contrer cela sur quelqu'un, c'est pas sur l'Europe. Ça peut être sur le peuple américain s'il réagit, mais en tout cas, c'est pas sur les populations européennes. Moins de 70 ans après la Shoah, l'Europe en est là. Donc, on a dit à l'époque plus jamais ça. Eh bien, si pour l'Europe, ça peut être à nouveau ça. Et l'Europe serait prête à consentir. Il y a 2000 ans d'antisémitisme dans l'histoire européenne, et l'Europe n'est pas du tout vaccinée contre cela. C'est quelque chose qui m'indigne tous les jours, mais c'est quelque chose que je me dois de constater. Et je constate que sur les positions que je défends, je suis quasiment seul à oser dire ce que je dis dans le contexte français, avec quelques amis comme William Goldnadel, par exemple, mais nous sommes très peu. Au maximum, je pourrais peut-être compter sur les doigts d'une main, et encore, ce serait une main qui aurait été amputée de quelques doigts sans aucun doute. Voilà. Nous sommes dans cette situation, et cela nous menace. Nous sommes presque dans une position de résistance par rapport à cela. Et ce qui me mène à adopter cette position, c'est que précisément ça m'indigne, et ça me dégoûte fondamentalement. Et je peux vous dire, puisque je parlais d'Elias Sambar tout à l'heure, que quand je dis cela dans une émission, il s'indigne, mais après l'émission, il vient me trouver et il me dit vous inquiétez pas, on avance et dans quelques années, vous serez bien obligé de parler de Palestiniens. C'est ce qu'il m'a dit à la fin de l'émission. Après l'émission. Donc il pense, ces gens-là, c'est pour ça qu'il n'est pas de rancune à mon égard, sa colère a été feinte devant la caméra. Il pense que l'avenir est de leur côté. Bon. Je pense que l'avenir n'est pas de leur côté, et je tiens à ajouter cela parce que je pourrais finir sur une atmosphère lugubre. Je pense que l'avenir n'est pas de leur côté, précisément pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure par rapport à l'Iran. Parce que la société israélienne est une société forte. C'est une société dans laquelle une majorité de la population ne se fait aucune illusion sur tout ce dont je viens de parler. Je pense que la gauche israélienne, qui se fait des illusions, est durablement minoritaire. Je pense qu'Israël est une société puissante et que les dirigeants israéliens en place aujourd'hui le savent. Et savent parfaitement qu'il n'y aura pas la paix, et savent parfaitement qu'ils peuvent s'appuyer sur un certain nombre de pays et jouer de leurs atouts de puissance stable dans un Proche-Orient de plus en plus instable. Je pense qu'Israël peut jouer de sa puissance technologique aussi. Et c'est sur ces points qu'il importe de s'appuyer plus que jamais aujourd'hui. Et donc je pense que de toute façon, comme me le disaient des amis avec qui j'en parlais hier soir, même si à l'Organisation des Nations Unies, une motion disant on crée un État palestinien a été votée, déjà les dirigeants palestiniens n'en voudraient pas. Et même si les États-Unis voulaient l'imposer, où vont-ils faire débarquer leur casque bleu? À l'aéroport Ben Gurion? Ça m'étonnerait. Je ne les vois pas débarquer à l'aéroport Ben Gurion. Bon. J'ajouterais que l'intérêt bien compris des grandes compagnies du monde est aussi de tout faire pour que cela ne se mette pas en place. Pourquoi? Parce qu'un aéroport Ben Gurion qui serait à 7 km de territoire palestinien, ce serait un aéroport qui deviendrait dangereux et qui deviendrait indéfendable. Donc je dirais que non seulement les passagers, les vols avec passagers auraient du mal à atterrir, les grandes compagnies ne viendraient sans doute plus, mais le fret aérien ne circulerait plus non plus. Or, l'économie israélienne est une économie qui représente quelque chose sur la surface de la planète. Il importe de le dire beaucoup plus clairement que cela est dit aujourd'hui. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux gens qui veulent boycotter Israël, qui ne se rendent même pas compte que dans leur téléphone portable, dans leur ordinateur portable, il y a des technologies israéliennes. Bon. Et je dirais que c'est quelque chose qu'il importe de faire comprendre aux dirigeants du reste du monde. On parle de boycott, de désinvestissement, de sanctions contre Israël. Mais qu'est-ce qui se passerait si Israël disait « Ah ben nous, on passe des relations avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, mais l'Europe, non, on n'en veut plus. Vous êtes vraiment trop antisémite. » Bon, je dirais que qui souffrirait? Ce serait beaucoup plus l'Europe
actuellement. Parce que sans technologie israélienne, beaucoup de choses ne fonctionneraient tout simplement plus. Donc je dirais que le rapport de force est un rapport de force qui joue en faveur d'Israël. Et donc je pense que dans le moyen terme, Israël a tous les atouts pour lui. Et dans le discours de conte de fées sinistre que tient John Kerry, il y a des paramètres qui sont complètement faux. Il importerait d'affirmer qu'ils sont faux. Par exemple, dans les paramètres qu'a annoncé John Kerry au Forum Saban, sans que Haïm Saban réagisse, d'ailleurs, il aurait dû réagir pourtant par rapport à ça, il y a le fait que si, par exemple, Israël restait dans cette situation, Israël traiterait les Arabes de manière inégalitaire. Je dirais que si on annexait la Judée-Samarie à Israël, je ne parle jamais de Cisjordanie, pour moi ça n'existe pas la Cisjordanie, je parle de Judée-Samarie toujours. Bon, donc si on annexait la Judée-Samarie à Israël, et pure hypothèse d'école, parce que je ne l'envisage même pas, hein, mais qu'on donnait la nationalité israélienne aux populations arabes, vous arriveriez à 40% à peu près de population arabe sur le territoire. Vous n'auriez pas de remise en cause, contrairement à ce que dit John Kerry, de la majorité juive en Israël. Bon. Cela dit, je ne pense même pas que c'est une solution viable, parce que je dirais qu'hélas, pour ces populations, qui devraient à mes yeux être délivrées non pas d'Israël, mais de leur autorité palestinienne, des manuels scolaires, des médias qui leur inculquent la haine, ces populations, elles devraient subir une forme de désintoxication mentale avant qu'une autre solution soit envisageable. Donc ces populations, elles pourraient être par exemple résidentes, comme il y a des résidents étrangers aux États-Unis. Et si vous cessez de vous conduire bien en tant que résident, vous êtes viré. Bon. Donc je pense que envisager de dire bon, à la moindre incartade, vous êtes viré. Et votre pays, il existe déjà, de toute façon, il s'appelle la Jordanie. Puisque la Jordanie représente 80% du mandat palestinien d'origine. Donc, je pense que ce genre de solution est envisageable. Mais en tout cas, je pense fondamentalement que, quoi que dise Barack Obama, quoi que dise John Kerry, il n'y aura pas d'État palestinien. John Kerry et Barack Obama iront aussi loin que possible. Jamais personne avant eux ne sera allé aussi loin, parce qu'ils appliquent le plan Samantha Power actuellement. Donc même en appliquant le plan Samantha Power, ce plan n'aura pas lieu, ce plan ne débouchera sur rien, et donc je dirais que vous aurez une continuation du statu quo. Ce statu quo durera encore quelques années, et je pense qu'à terme, quand la région sera recomposée, nous serons dans une situation où Israël sera la principale puissance de la région. Pour quelle région? Parce que qu'est-ce qui est, et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas en Europe, et on ne comprend en particulier pas en France. Nous avons encore un ministre du redressement productif qui parle de réindustrialisation de la France. Donc en France, on se croirait parfois à l'époque de Germinal. D'ailleurs, le roman Germinal est toujours au programme des classes terminales. Bon, on ne comprend pas dans quel monde on vit en France. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dominé par les économies post-industrielles, par le fonctionnement post-industriel. Les États-Unis, malgré les dégâts que fait Obama, sont une puissance post-industrielle. Ce qui fait encore de la croissance au Japon, c'est le fonctionnement post-industriel. Israël est un pays qui est essentiellement un pays post-industriel. Et les puissances post-industrielles sont des puissances qui s'appuient sur le capital essentiel de notre époque, qui est le capital humain et le capital intellectuel. En termes de capital humain et de capital intellectuel, par tête d'habitant, Israël est le premier pays du monde. C'est un point qu'on oublie dans le contexte européen. Et si vous regardez le monde musulman, regardez la quantité de publications scientifiques. Vous aurez fait, il n'y en a quasiment pas. Venant du monde musulman. Cherchez les prix Nobel. Vous aurez peut-être Arafat, vous aurez peut-être un ou deux qui ont usurpé leur prix Nobel. Parce que je ne vois pas au nom de quoi Arafat devait avoir le prix Nobel. Le prix Nobel du terrorisme à la rigueur, bon, si on inventait ce prix Nobel, mais en dehors de ça, je ne vois pas au nom de quoi il faut avoir le prix Nobel. Bon, donc, concrètement, le monde musulman aujourd'hui, et c'est un drame humain d'une certaine manière, est un monde qui est stérile en termes de capital intellectuel,
et de capital humain. Et tant que... Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Oui, donc c'est un monde stérile en termes de capital. Mais que va-t-il se passer donc dans le moyen terme? Eh bien, il va se passer que ce monde va s'effondrer. Et l'effondrement a déjà commencé, d'une certaine manière. Et cet effondrement, il est dissimulé derrière les vociférations guerrières. Mais ce qui se passe dans ce monde, c'est une stagnation économique qui est dissimulée derrière le fait que certains pays produisent du pétrole, produisent des matières premières. Mais vous enlevez la production de pétrole et de matières premières, vous n'avez quasiment rien. Et donc, dès lors que nous serons dans l'après-pétrole, dans une trentaine d'années, dès lors que pendant cet intervalle, Israël va devenir une puissance énergétique majeure, eh bien, l'atout, le seul atout qui peut rester à cette région du monde, va petit à petit s'évaporer. Et je dirais que les dirigeants de cette région du monde en ont conscience, et ils ont conscience que s'ils veulent tenter quelque chose, c'est maintenant qu'ils doivent le tenter. Parce que dans 10 ans même, il sera trop tard. Et donc je dis d'ores et déjà, il est déjà trop tard. Il vocifère comme un roquet peut aboyer plus fort qu'un gros chien, parce qu'il n'a pas la puissance du gros chien, il essaie de dissimuler sa faiblesse derrière des aboiements de roquet. Donc je dirais que le monde musulman est peut-être nombreux, mais il est stérile. Et cette stérilité se vérifie aussi sur un autre plan, il importe de le prendre en compte et de le regarder en face, c'est la situation démographique. Israël est, dans le monde occidental tout entier, le pays qui a la démographie, excusez-moi, la plus positive. Donc la population israélienne juive devient de plus en plus nombreuse. La population israélienne juive a une confiance en l'avenir. Si vous regardez ces deux coefficients, ils sont en plein effondrement dans l'ensemble du monde musulman. En Iran, par exemple, la natalité aussi entre 1,6 et 1,7. Donc très en deçà du seuil de renouvellement des générations. Donc c'est une population qui est en vieillissement accéléré. Vous avez un vieillissement accéléré en Turquie, vous avez un vieillissement accéléré en Égypte. Vous voyez beaucoup de gens qui ont 20 ans. Mais ça ne veut rien dire. Ces gens qui ont 20 ans, ils n'ont pas une génération derrière eux qui va leur succéder. Donc ce sont des populations qui vieillissent. Pour quelle raison? Parce que la confiance en l'avenir est absente. Donc on cache ça derrière des vociférations, mais c'est une réalité. Et sur ce plan, je dirais que si vous regardez la situation européenne, vous voyez aussi que la confiance en l'avenir est absente et que la démographie est en berne aussi. On dit que l'Allemagne est la principale puissance européenne, elle va être une démographie de 1,2 enfants par femme. Ce qui veut dire qu'à terme, 20 personnes seront remplacées par 12. Et quand vous comptez parmi ces 12 la quantité de Turcs, vous voyez l'avenir de l'Europe, et c'est à peu près partout dans toute l'Europe la même situation. Il n'y a qu'en France que la démographie est entre 1,9 et 2, et c'est parce que nous avons une population musulmane très nombreuse. Nous avons la population musulmane la plus nombreuse d'Europe, et c'est quelque chose qui est en train de s'accentuer actuellement. Donc je dirais que l'Europe est en déclin, et les Européens ne regardent pas ce déclin en face. Et ils pratiquent vis-à-vis de ce déclin l'aveuglement et l'apaisement. Et les signes d'apaisement, c'est par exemple le dernier rapport qui était remis au Premier ministre en France, qui dit la France va devenir multiculturelle, elle va s'ouvrir encore plus à l'islam, elle va devenir un pays qui assume sa part islamique. Et je dirais que ce rapport est un rapport qui a été commandé par le Premier ministre, qui doit servir de guide aux dirigeants, aux ministres au cours des mois à venir. Donc, par rapport à cette situation, je dirais que Israël est un pays qui a l'avenir pour lui sur une multitude de plans. Et je dirais que dans l'immédiat, je terminerai là-dessus, Israël est face aux pressions de l'administration Obama, mais Israël n'est pas menacé. Pourquoi? Regardez au nord. Le Hezbollah est très très occupé actuellement avec ce qui se passe en Syrie. Et tant qu'il se passera ce qui se passera en Syrie, le Hezbollah aura d'autres choses dont se préoccuper qu'Israël. Regardez au sud le Hamas. Vous n'entendez plus beaucoup parler du Hamas parce que le Hamas est dans une très mauvaise position. Le Hamas a rompu avec l'Iran, qui était son principal commanditaire pendant très longtemps, pour se rapprocher des frères musulmans. C'est une branche des frères musulmans. Bon. Comme les frères musulmans sont tombés, eh bien, le Hamas essaie de se rabibocher avec l'Iran, actuellement. Mais après avoir rompu, c'est comme un couple, vous avez une rupture, vous avez un divorce, après vous essayez de... Bon, mais ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Vous pouvez vous dire, l'autre peut s'en aller, quand même. Donc je dirais que sur ce plan,
Israël n'est pas dans une aussi mauvaise position que cela. Et donc, vous avez des pressions intenses de l'administration Obama. Elles sont ce qu'elles sont. Je les ai décrites en détail. Mais Israël n'est pas en mauvaise posture. Et dans le moyen terme, après les orages du court terme, je pense que l'avenir d'Israël est un avenir fécond. Je suis ouvert à toutes les questions, bien entendu. Je ne sais pas comment on procède sur ce mode. Je suis prêt à... Je ne sais pas si le filet est assez long. Pourquoi Israël ne s'est-il pas rapproché plutôt du Japon? Jean-Patrick me demandait pourquoi Israël ne s'est pas rapproché du Japon. C'est une possibilité, mais je dirais que concrètement, le Japon est une puissance déclinante actuellement. Le Japon est un pays dont le taux de natalité est absolument catastrophique. Il tourne aux alentours de 1 actuellement. C'est l'un des taux de natalité les plus bas du monde. La population japonaise est presque en situation de suicide collectif. Donc je dirais que je ne pense pas que le Japon a un brillant avenir dans l'immédiat. Le Japon ne peut pas envisager de remplacer sa population qui disparaît par des immigrants, parce que le Japon est un pays extrêmement xénophobe. Je dirais que concrètement, il y a une vingtaine d'années, j'ai beaucoup étudié la culture japonaise. Il y a une vingtaine d'années, au Japon, vous pouviez avoir à l'entrée des immeubles interdit aux pianos, au pluriel, aux animaux domestiques et aux étrangers. Donc les étrangers étaient placés dans la même catégorie que les pianos et les animaux domestiques. C'est à peu près comme ça. Et une époque, d'ailleurs, on vous reconnaît immédiatement quand vous n'êtes pas japonais au Japon. C'est évident. Les enfants, même dans la rue, pouvaient vous désigner en disant « Ah ah, gaijin, gaijin », comme si vous étiez ridicule. Vous vous sentez assez vite ridicule dans ces cas-là. Gaijin, ça veut dire personne de l'extérieur, en japonais. Jin, ça veut dire personne, être humain, et gai, c'est de l'extérieur. Bon, donc le Japon ne peut même pas envisager de remplacer sa population par des immigrants, et donc le Japon actuellement exporte ces personnes du troisième âge parce que ça lui coûte de plus en plus cher et crée des hospices de vieillards en Thaïlande, en Indonésie, etc. Bon, mais c'est pas une solution qui ouvre quoi que ce soit pour le long terme. Donc je pense que sur ce plan, la Chine représente une puissance plus prometteuse, la Corée du Sud représente une puissance plus prometteuse que le Japon. Donc voilà à peu près ma réponse. Je voudrais revenir sur l'Obamacare. Ça me semble la réforme la plus merdique qui existe. Vu de l'extérieur, maintenant, vous qui êtes américain, vous vivez là-bas, vous avez un autre point de vue. Pourquoi Obama a-t-il attendu d'être dans le deuxième mandat pour commencer à réformer le système de santé? Et est-ce qu'il n'est pas, le système, la réforme, n'est pas suffisamment impopulaire dans la population américaine pour le renverser en quelque sorte? Je dirais que dans l'immédiat, prenons les deux questions successivement. D'abord, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pendant le premier mandat, bien que la loi ait été votée quasiment 3 ou 4 mois après qu'il ait été élu à son premier mandat? Tout simplement parce que je pense que Barack Obama savait parfaitement que ça allait déboucher sur des résultats très chaotiques et qu'il ne voulait pas le faire dans des conditions où il devait se présenter pour un deuxième mandat. Là maintenant, il n'a rien à perdre. Bon, alors ça c'est le premier point de la réponse. Deuxième point, oui, ça le rend très impopulaire actuellement. Mais je pense qu'il va préparer des moyens de renverser la situation. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais ces moyens peuvent consister en une volonté d'accuser les
compagnie d'assurance, en disant, je leur avais dit de ne pas augmenter leurs tarifs à ce point-là, ils le font quand même. C'est scandaleux, ils ne pensent qu'au profit. Et donc ce sera une manière d'attaquer le profit au nom de la justice sociale, etc. Et qu'est-ce qui peut arriver après? On n'y arrive pas, donc j'impose un système de santé qui sera un système public gouvernemental. Ça peut être, à mon avis, c'est l'étape d'après. Et à mon avis, il pense à cette étape, et donc je pense que la catastrophe actuelle, d'une certaine manière, a été un peu voulue. J'ai dit que le site avait coûté pour le moment 600 millions de dollars, mais il faut savoir aussi que, alors que, on le sait, ce n'est pas les compagnies informatiques américaines qui manquent. Hein. Bon, à quelle compagnie s'est adressé Barack Obama pour créer ce site? À une compagnie québécoise. Pourquoi? Alors qu'il y a des compagnies, comme le disent beaucoup de commentateurs aux États-Unis, vous vous promenez dans la Silicon Valley, vous rencontrez immédiatement quelqu'un qui est prêt à vous créer un site très performant et qui va marcher. Pourquoi aller au Québec, au Canada français, non, pour chercher une compagnie pour vous créer le site et pour vous le facturer au prix où il a été facturé, et un site qui ne marche pas? C'est une question élémentaire qu'on devrait se poser. Et qu'est-ce qu'il y a dans le passé de cette compagnie d'avoir essayé de faire un site, je dis bien essayé, pour le gouvernement canadien? Elle n'a pas réussi, le site ne marchait pas. Donc à la limite, les antécédents de cette compagnie, ça leur fait un site qui ne marchait pas. Bon, on ne peut pas dire que ce soit des antécédents très brillants. Bon, il y a des entreprises américaines qui ont des coefficients de réussite beaucoup plus importants. C'est pas difficile d'ailleurs d'avoir un coefficient de réussite beaucoup plus important que ça. Bon, donc je pense qu'il y a une volonté délibérée de sabotage. Et ce sabotage, sur quoi il débouche? Eh bien sur le fait que beaucoup de jeunes, par exemple, ne veulent pas s'assurer actuellement. Ils ne voulaient déjà pas au départ, parce qu'ils voient que l'addition va doubler ou tripler, mais avec le site qui ne marche pas, alors que s'ils vont commander des livres sur Amazon ou sur autre chose, ça marche très bien tout de suite. Là, ils vont faire un site qui ne marche pas. Et bon, maintenant que le site marche, je ne sais pas s'il était dit en dehors des États-Unis, mais le coefficient de confidentialité est réduit à 0. C'est-à-dire que toute personne qui veut s'introduire dans les méandres du site et avoir tous les détails concernant une personne, tous les détails, y compris son dossier de santé, une personne qui est rentrée dans le site, qui s'est inscrite dans le site, n'a plus aucune confidentialité vis-à-vis de personne. Il suffit de bricoler un peu l'informatique pour que tous les détails soient divulgués. Et maintenant, on le sait aux États-Unis. Donc je dirais que ce n'est pas quelque chose qui incite les gens à donner les détails. Il y a un médecin qui disait la semaine dernière sur une chaîne de télévision américaine, si vous voulez être sûr d'être soigné et de bénéficier d'une confidentialité, ne mettez pas quoi que ce soit sur ce site, parce que c'est un site pourri. Donc quand vous avez des médecins qui disent cela, eh bien je dirais que ça n'est pas une incitation à aller sur le site. Donc je pense que c'est une forme d'échec programmé. Bonjour, je vais d'abord un peu dire que je suis très content de vous rencontrer en dehors de Facebook. C'est la première fois que On n'entend rien. Monsieur est très content de me rencontrer en dehors de Facebook. J'ai l'habitude de travailler dans l'université française, qui est une université pauvre, et donc je peux m'adresser à des salles sans micro. J'ai souvent l'habitude de rencontrer des gens sur Facebook, entre autres, et je discute du conflit israélo-arabe ou palestinien. Et donc, il m'est arrivé d'avoir un litige vis-à-vis de cette question-là. Sur la déclaration de Balfour 1917, il est question d'un foyer national juif sur la Palestine. Or, j'ai beau chercher une carte où on essaie de retrouver la Transjordanie faisant partie de la Palestine, à cette époque-là, il n'en existe pas. Existe-t-il des documents démontrant que la Transjordanie faisait partie, en 1917, de la Palestine? En 1917, le dessin n'était pas encore effectué. Le dessin a été effectué au moment des accords de San Remo. Et à ce moment-là, le dessin est tout à fait clair et précis. La Transjordanie a été créée pas très longtemps après.
Mais la carte, elle existe. Je la mettrai sur ma page Facebook si elle est nécessaire. Mais en 1920, la carte, elle existe, elle est là. Et la Transjordanie fait partie. Oui, bien sûr. Il y a eu un découpage régional qui était presque fait à la règle dans certains cas, parce que quand on regarde les frontières de l'Irak, on voit qu'elles sont bien droites, etc. Mais la carte, elle existe. Elle existe. Et bien entendu, ben, je la mettrai sur ma page Facebook. Vous pourrez la reprendre. Oui. Je peux céder le micro, j'ai pas d'extinction de voix, donc ça va. D'abord, mes compliments pour vous, monsieur Guy Miller. Comme d'habitude, nous sommes vos fidèles auditeurs. Et premièrement, si on avait à vous applaudir toutes les fois que vous dites ces belles vérités, vous ne pourrez pas terminer votre carrière. Deuxièmement, ne croyez-vous pas que le maire de New York, Bloomberg, grâce à lui, Obama a été réélu pour la deuxième fois. Et il a payé d'ailleurs à ces élections municipales de New York, il a été battu. Non, il ne s'est pas représenté. Comment il ne s'est pas représenté? Non. Le candidat républicain a été ignoré par les médias. L'échec était là, c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté. Ma question est la suivante. Maintenant, on sait que la Russie soutient l'Iran. La Russie soutient le régime de Damas également. L'Amérique soutenait les rebelles syriens. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Justement, c'était voulu ça. C'était voulu parce que vous l'avez démontré vous-même que c'était pour l'Iran. Vous l'avez démontré vous-même. L'Europe soutenait les rebelles. Maintenant, plus personne ne veut soutenir les rebelles. Mais il n'y a pas vraiment de rebelles. Si je peux vous répondre sur ce plan, au début, il y avait des gens qui voulaient la démocratie. Ils ont été très vite éliminés. Maintenant, vous avez le choix entre la peste et le choléra, et ça vient très très rapidement. D'un côté, le régime Assad, soutenu par l'Iran et le Hezbollah, et d'un autre côté, des gens qui sont des factions d'Al-Qaïda, et des gens soutenus par les plus radicaux des frères musulmans. Comment voyez-vous l'issue de ce conflit-là? Ben, personnellement, si les uns pouvaient s'entretuer longuement avec les autres, ça ferait beaucoup de choses. Ça, c'est mon point de vue. Tant que ça dure, c'est pas trop mal. Bon. Mais l'issue, je la vois avec le maintien au pouvoir d'un régime Assad, éventuellement sans Assad, parce que c'est ce que veut fondamentalement Barack Obama, c'est ce qu'il a concédé à Poutine depuis très très longtemps maintenant. Donc ce que Barack Obama accepte, c'est la reconstitution. J'ai bougé. Eh oui. Oui. Ah ben, je vais me remettre au bon endroit. Donc... Tu étais hors écran. Ah bon. Ah oui, j'aurais pas dû bouger. Oui, tout à fait. Bon, alors concrètement, je vois ça, Barack Obama a cédé l'arc chiite, ce qu'on appelle l'arc chiite, à l'Iran, et l'a sous-traité à la Russie. Donc je dirais que ce qui peut, à la limite, être relativement rassurant par rapport à tout ce que j'ai pu développer, c'est que au-dessus de l'arc chiite, en surplomb, il y a la Russie. Et donc la Russie, elle compte sur l'arc chiite pour stabiliser l'islamisme sunnite et contrer l'islamisme sunnite qui crée des problèmes en Russie et dans la République sud de la Russie. Donc c'est un objectif de la Russie. Et sur ce plan, la Russie va s'appuyer là-dessus, mais la Russie va aussi freiner les ardeurs des mollahs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi dans mon discours. Pourquoi? Parce que la Russie ne tient pas du tout à ce que ce soit le chaos régional, parce que ce chaos, elle pourrait la concerner aussi si l'islam radical vient déferler trop violemment. Donc la Russie est aussi pour cette raison une force de stabilisation dans la région. Et je dirais que si les mollahs iraniens prennent Obama pour ce qu'il est, c'est-à-dire une carpette, une serpillière au choix,
ils savent parfaitement que Poutine est quelqu'un qu'il vaut mieux prendre au sérieux parce que c'est quelqu'un qui peut être plus dur. Et donc, sur ce plan, comme le disait un ami psychiatre, même les gens qui paraissent les plus fous ont des éclairs de lucidité à certains moments. Et je dirais que, confronté à Poutine, je pense que certains auraient facilement des éclairs de lucidité du côté de Téhéran. Où en est le projet du Congrès américain sur l'augmentation des sanctions contre l'Iran? Oui, je peux aussi répondre sans micro. Bon, ce projet est toujours au Congrès. Je dirais que si la Chambre des représentants le vote, je pense que le Sénat va le rejeter. Et que donc ce projet sera dès lors nul et non avis. Parce qu'il faut que les deux chambres votent le projet pour que le projet tienne. Et comme pour le moment le Sénat est toujours aux mains des démocrates, ce projet a très peu de chances de passer. Donc les républicains peuvent le présenter à la Chambre des représentants. Mais dès lors que le Sénat ne le votera pas, c'est un projet qui sera présenté pour le principe. Pourtant, on dit que les démocrates sont d'accord également. Je pense que Barack Obama va tout faire pour que les démocrates réticents ou rebelles rentrent dans le rang. Et c'est quelque chose qu'il sait faire. Jusqu'à présent, il a su faire cela. On ne sait pas le faire obligatoirement pour le moment, pour ce qui concerne l'Obamacare. Parce que vous avez des gens, des sénateurs démocrates qui se représentent actuellement, qui disent à leurs électeurs, souvenez-vous, je n'étais pas pour l'Obamacare. C'est ce qu'ils disent actuellement, pour être réélus. Mais sur ce dossier-là, je ne suis pas certain que les sénateurs en question vont aller jusqu'à affronter Barack Obama. Nous verrons, mais pour le moment, j'en doute fortement. Je voulais vous demander comment ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Je voulais vous demander comment... Vous l'avez pas vu, c'est pas de votre faute, il y a un monsieur derrière vous. De ce que touche l'autorité palestinienne de tous les pays du monde, parce qu'on n'entend pas assez. L'autorité palestinienne vit sous perfusion d'argent occidental. C'est une entité complètement artificielle qui sent l'argent européen. Essentiellement, l'argent européen, d'ailleurs, serait déjà inexistant. C'est l'Europe qui maintient l'existence de l'autorité palestinienne et c'est l'Europe qui maintient la population arabe de Judée-Samarie en position d'otage de gens qui lui inculquent la haine et qui apprennent aux enfants à devenir terroristes plutôt qu'à devenir ingénieurs, médecins ou instituteurs. Ça on le sait, mais il y a également l'Arabie Saoudite, il y a les pays arabes. Oh, très peu d'argent. L'argent essentiellement vient d'Europe et secondairement des États-Unis. Demain, s'il y a l'État palestinien, cet État vivra toujours sous perfusion. Oui. Les gens vont toujours accepter de donner des fonds. Bien sûr, bien sûr. À fond perdu. Oui. Ben, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire depuis combien d'années? Vas-y. Il y a monsieur qui était... J'ai pas vu, désolé. Vous nous avez dit que Barack Obama... Plus près du micro. Vous nous avez dit que Barack Obama et John Kerry faisaient en sorte de contourner le Congrès. Oui. Dans toutes les décisions très importantes. De plus en plus. De plus en plus. Alors, à quoi sert le Congrès actuellement? Puisque... En ce moment, pas grand-chose. De facto, je pense que tout le monde a entendu, ou je répète, bon, de facto, le Congrès sert à très peu de choses actuellement, puisque Barack Obama le contourne de plus en plus. Et ils n'ont aucun moyen. Disons que si les Républicains ont la majorité dans les deux chambres, il y aura un moyen. Mais si les Républicains n'ont pas la majorité dans les deux chambres, ce que peut voter la Chambre des représentants se trouve annulé par le Sénat. Donc il y a une stérilisation des décisions du Congrès qui sert Barack Obama. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez des journalistes qui peuvent dire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui disent « Regardez le Congrès, il n'en sort rien, les Républicains veulent faire voter des choses, mais elles ne passeront jamais. Donc les Républicains sont responsables d'un blocage. Donc c'est normal que le président signe des décrets présidentiels. C'est normal que le président contourne le Congrès. Le Congrès est un obstacle. Et ça sert à diaboliser le Congrès. Et ça sert à déstabiliser les institutions américaines. Parce que la clé de voûte des institutions américaines, je ne l'ai pas dit tout à l'heure,
c'est la Cour suprême. Mais je dirais qu'il suffirait qu'Obama nomme un juge de plus à la Cour suprême et les démocrates tendance Obama peuvent verrouiller la Cour suprême et la tenir complètement. Donc dans ce cas-là, les institutions américaines seront complètement aux mains de la tendance Obama. C'est la dictature. Quasiment. Ah oui, c'est un dictateur. Hein. Quasiment, et je dirais que c'est quelque chose qui m'inquiète profondément pour les États-Unis, qui sont bon, il y a deux pays que j'aime davantage que la France, et je le dis volontiers, parce que à certains moments j'en ai assez de la France. Quand j'en ai assez de la France, je viens ici, ou je vais encore aux États-Unis. Et donc concrètement, les deux pays que j'aime plus que la France, actuellement, ça ne me rend pas toujours très populaire en France, je le dis, c'est Israël et les États-Unis pour l'Amérique profonde. Je fuis les côtes qui sont les côtes de gauche, les deux côtes sont des côtes de gauche aux États-Unis. Allez, Je voulais vous dire, en prolongement de la question qui vient d'être posée, je voudrais savoir comment va se présenter la situation. L'Amérique a été paralysée pour le non-paiement des fonctionnaires. Ils ont eu un accord in extremis et cet accord est provisoire. Comment vont réagir maintenant les démocrates dans ce nouveau bras de fer qu'opposent les républicains et les démocrates? Je dirais que, hélas, nous sommes dans une situation où le Parti républicain est divisé. Exact. Il y a l'establishment républicain qui, lui, ne veut pas de vague et est prêt à accepter de continuer dans cette situation de dérive pour ne pas se retrouver à nouveau dans une situation comme celle qui a été créée par le shutdown. Et en face, il y a les Tea Parties qu'on essaie de marginaliser. Obama les diabolise et l'establishment républicain dit « ces gens-là vont nous faire perdre, il faut les éjecter au maximum ». Donc je pense que les républicains vont petit à petit consentir, une majorité des républicains vont consentir avec les démocrates à la dérive budgétaire. Et donc concrètement, il n'y aura pas à nouveau un shutdown, et je dirais que les États-Unis vont vers une forme de ruine financière qui va être très très difficile à relever. Sous Barack Obama, c'est un point qu'on ne souligne pas assez, mais la dette américaine a doublé. Elle atteint des proportions absolument inquiétantes. Il y a une multitude d'éléments qui ne sont pas financés. La planche à billets tourne à plein régime. Et Janet Bernanke va être remplacée par Janet Yellen, qui va dans la même direction et qui promet d'aller dans la même direction. Et donc sur ce plan, je dirais que Obama ruine actuellement les États-Unis. On pourrait essayer de redresser la situation après, mais c'est une situation catastrophique qui est en train de se créer. C'est la Chine qui maintient l'Amérique, non? Pardon? C'est la Chine qui maintient. Mais la Chine a maintenu jusqu'à un certain point, mais la Chine envisage de rendre le yuan convertible, ce qui remettrait en cause la position du dollar en tant que monnaie de référence. Je voudrais juste avoir juste une précision. Croyez-vous à une autre bulle immobilière, telle que nous l'avons vécue en 2008? Dans l'immédiat, non. On entend beaucoup parler de cela et ce sera. Les prix de l'immobilier ont très peu remonté depuis le bas. Quoi tu veux si je regarde, ils ont chuté selon les régions de 50 à 70%. Ils sont remontés d'à peu près 10%, 10-15%. C'est pas beaucoup, et ça ne suffit pas pour faire un crack immobilier. Dites-vous que, c'est une ville que je connais bien, puisque j'y ai fait quelques petits investissements. Las Vegas, c'est une maison ou des maisons qui valaient 300 000 $ en 2007, valent 100 000 $ encore aujourd'hui. Ils sont peut-être remontés à 110 000. Donc on est très loin d'une bulle. Ou descendre, vous avez une maison de, je sais pas, 200 mètres carrés avec piscine pour 110 000 $. Vous voulez pas la brader pour le prix d'une chambre de bonne à Paris? Est-ce qu'on peut faire un peu de politique fiction? Oui, je sais que vous aimez ça. Oui. Donc, on vient de célébrer, d'une certaine manière, le 50e anniversaire de l'assassinat de Kennedy. Et ce n'est pas le premier président des États-Unis qui a été assassiné. Il y en a d'autres avant lui. Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres après lui?
Je comprends votre pensée. Je la déchiffre. Je pense que Barack Obama prend toutes ses précautions parce qu'il sait parfaitement qu'il pourrait être menacé. Mais je ne pense pas que ce sera obligatoirement une bonne nouvelle parce que ça ferait de lui un martyr. Voilà. Et je dirais que déjà que John Kennedy a son image extrêmement embellie alors que ça ne repose sur quasiment rien. Si Barack Obama accédait à ce statut, ce serait plutôt dangereux pour l'avenir. Vaut mieux à la limite le laisser finir son mandat, et puis après, comme il sait que Jeff joue au golf, il qu'il continue à jouer au golf. Comme son père. Alcoolique comme son père. Comme son père. Il paraît que ce droit. Depuis un certain temps, un axe Et Obama Arabie Saoudite, Israël. Qu'en est-il? Je ne pense pas que le rapprochement se concrétisera. Je pense qu'il sera un rapprochement latent, que l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, n'aurait pas détesté du tout qu'Israël intervienne contre l'Iran, quitte à protester après. Elle aurait fermé les yeux, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais je proteste après. Bon, ça aurait été à peu près ça, la ligne. Donc je dirais que pour le moment, un rapprochement tactique peut exister par rapport à la situation, mais un rapprochement stratégique me paraît hors de question. Parce que fondamentalement, l'Arabie Saoudite ne franchira jamais ce pas. Et c'est quoi stratégique? Vous voulez dire quoi? Stratégique, que ça devienne un allié, de quelque façon que ce soit, ou même se mettre sur les positions de Moubarak. Je dirais que l'Arabie Saoudite, en tant que gardienne des lieux saints, en tant que pratiquant l'islam wahhabite, ne peut pas franchir ce pas. Vous avez dit tous les pays européens sont foncièrement anti-israéliens. Est-ce que la République tchèque méritait une place dans cette liste? La République tchèque, à l'époque de Václav Klaus, qui était un ami personnel, avait des positions différentes. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Václav Klaus. Bon, je le dis clairement. La République tchèque actuelle vote avec les autres pays européens. Donc l'époque Václav Klaus n'est plus l'époque présente, hélas. Donc je dirais que la République tchèque a aidé Israël au moment de la guerre d'indépendance d'Israël, mais ça ne veut pas dire que la République tchèque aujourd'hui est sur ces positions. Des gens comme Václav Havel, des gens comme Václav Klaus étaient sur ces positions-là. Les dirigeants actuels ne sont plus sur ces positions-là. La République tchèque soutient la position israélienne à l'ONU à chaque fois qu'il y a des résolutions anti-israéliennes? Non. Non, ces derniers temps, non. Comme je dis, il y a 3 pays. Enfin, j'aurais pu rajouter à ces pays des petites républiques microscopiques Pardon? Les petites îles du Pacifique où il y a à peine 2000 habitants. Oui, c'est ça, comme Palau, des choses comme ça. Je ne les ai pas cités parce que c'est des États microscopiques qui ne comptent pas. Mais je mets à l'honneur la République tchèque qui prend souvent des positions pro-israéliennes au Conseil de l'Europe ou à l'ONU. Oui, mais enfin, ces derniers temps, je dirais que c'est plutôt des gens comme Stephen Harper au Canada. Stephen Harper est un homme remarquable, courageux, intègre, qui très souvent sauve l'honneur du monde occidental. L'Amérique a un allié de taille qui se fait remarquer en ce moment, c'est la France. Parce que à tout moment, elle est prête à dire oui à tout ce que demandent les États-Unis. Et à aller au-devant. À tout ce que demande Obama. Oui, voilà. Hollande oui, bien sûr, bien sûr. Hollande est le toutou d'Obama. Oui, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dirais qu'en soi, des socialistes voient qu'il y a un socialiste qui ne dit pas son nom à la tête des États-Unis, ça ne peut que leur plaire. C'est dans la logique. Ils peuvent se sentir en symbiose, en harmonie. D'ailleurs, à mon avis, ce qui a beaucoup plu aux Européens quand Obama a été élu, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait enfin un président anti-américain à la tête des États-Unis. Voilà, parce que c'est Quel est votre sentiment sur l'avenir du parti de Marine Le Pen en France? Je pense que ce parti va continuer à monter actuellement.
Je ne pense pas que ce parti arrivera au pouvoir. Je pense qu'il peut remporter un certain nombre de municipalités, qu'il peut remporter des sièges de députés, qu'il peut faire un malheur aux élections européennes. Mais je ne pense pas qu'il arrivera au pouvoir parce que vous aurez une coalition de tous les autres partis contre le Front National. Mais je dirais que le Front National est porteur d'une dérive qu'il importe de regarder en face. Ce n'est pas du tout un recours. Si vous prenez uniquement le discours du Front National concernant l'islam et la montée de l'islam en France, c'est un discours qui peut se tenir. Si vous regardez le discours économique du Front National, c'est un discours qui est quasiment celui de Mélenchon, sauf que Mélenchon lui est pour l'immigration, alors que Marine Le Pen est contre l'immigration. Mais sans ça, le programme économique est quasiment le même, pour une raison très simple, c'est que les têtes pensantes des deux programmes économiques viennent du même courant du Parti Socialiste, qui est le courant qui avait été incarné par Jean-Pierre Chevènement à une époque. Donc on est dans une situation assez étrange, où les gens issus de chez Jean-Pierre Chevènement sont tout à la fois les théoriciens économiques du Front de gauche et ceux du Front National. Bon. Et si vous regardez les dimensions de politique étrangère, je dirais qu'on n'a pas beaucoup entendu le Front National s'inquiéter de la montée en puissance de l'Iran dans la région. Vous ne l'avez pas non plus tellement entendu défendre Israël. Vous l'entendez tenir des discours très massivement anti-américains, pas simplement contre Obama, mais contre les États-Unis eux-mêmes. Et vous l'entendez facilement tenir des discours pro-russes. Je dirais que c'est un parti qui, à la limite, entérine la montée en puissance